Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour savoir ce qu'on peut faire au lit, il vaut mieux d'abord réfléchir à ce qu'on pourrait éviter de faire au lit. Cette phrase, je la répète souvent à mes patientes et mes patients. Et naturellement, on me demande, alors qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire au lit? Voici pour vous les 9 erreurs que je pense qu'il vaut mieux éviter. Premier conseil, l'hygiène. Ça peut paraître basique pour certaines et certains d'entre vous, et pourtant, ça ne l'est pas pour tout le monde. Sinon, on ne retrouverait pas ce thème dans le top 10 des choses qui gênent les femmes et les hommes quand on fait des enquêtes sur les erreurs à ne pas commettre au lit. Et il n'y a pas besoin de faire tout un soin corporel, pas besoin d'aller chez l'esthéticienne, l'esthéticien, pas besoin de faire un spa avant de faire l'amour. Il suffit de faire des choses basiques, simplement faire attention à la propreté des habits, des sous-vêtements, faire attention à la propreté des zones génitales, des organes génitaux, et surtout ne pas oublier la propreté des mains et du visage. Et pour celles et ceux qui se demandent comment on peut prendre bien soin de l'hygiène du pénis, n'oubliez pas de regarder ma vidéo et je vous expliquerai dedans tout ce qu'il y a à savoir sur comment bien prendre soin du pénis. Deuxième erreur à éviter, toucher les organes génitaux à sec. Les organes génitaux, masculins et féminins, c'est-à-dire le pénis et surtout le gland, et chez la femme, toute la vulve, le clitoris et les lèvres, ce sont des zones hypersensibles. Elles sont encore plus sensibles quand elles ne sont pas lubrifiées. D'ailleurs, chez certaines personnes, ça peut même être douloureux de toucher, de frotter sur cette zone-là, si ce n'est pas bien lubrifié. Donc, surtout quand c'est le début du rapport sexuel, on vérifie d'abord si c'est bien lubrifié, on touche en effleurant à peine, on fait des petites caresses douces et on peut se permettre de frotter de façon un peu plus forte une fois que c'est bien lubrifié. Et si ce n'est pas lubrifié, eh bien on lubrifie. Le lubrifiant le plus simple qui est toujours disponible, c'est la salive. Mais vous pouvez utiliser tous les lubrifiants dont vous avez envie, qu'ils soient des lubrifiants naturels, des lubrifiants parfumés ou n'importe quel lubrifiant que vous voulez. Troisième erreur à éviter, c'est de négliger les baisers. Beaucoup de personnes pensent à s'embrasser quand c'est le début du rapport sexuel. Puis un peu à la fois, au cours du rapport, on s'embrasse de moins en moins. Et c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que les lèvres, la langue et la bouche sont des zones qui sont très très riches en capteurs de volupté. C'est quoi les capteurs de volupté? Ce sont des récepteurs neurologiques qui envoient des informations d'excitation au cerveau. En d'autres termes, ce sont des zones qui, quand elles sont stimulées, peuvent booster notre excitation et faciliter l'obtention du plaisir et de l'orgasme. Alors pendant le rapport sexuel, on n'oublie pas de s'embrasser. De plus, en s'embrassant, on va renforcer la complicité et le contact intime avec le ou la partenaire. Donc, on a tout intérêt à utiliser les baisers pendant les rapports sexuels, que ce soit pour augmenter notre propre plaisir, augmenter le plaisir de l'autre et en plus se sentir le plus proche possible. Et les baisers peuvent être utilisés, bien sûr, bouche contre bouche, langue contre langue, et vous pouvez varier du plus doux au plus fougueux, du plus lent au plus énergique, et vous pouvez utiliser les baisers sur d'autres zones du corps. Quatrième erreur à éviter, c'est le fait d'appliquer une méthode bien précise. Beaucoup d'hommes et de femmes disent « je sais dans mon expérience que c'est comme ça que les femmes ou les hommes aiment bien qu'on fasse l'amour » ou « d'après ce que j'ai lu, je me suis renseigné, c'est comme ça qu'il faut faire l'amour » et ils arrivent au moment du rapport sexuel avec une sorte de méthode qu'ils vont appliquer ou qu'elles vont appliquer. Et moi je vous dis que utiliser une méthode, c'est une grande erreur. Pourquoi ? Premièrement parce qu'on est tous et toutes différents. Et on peut obtenir du plaisir d'une façon très différente. Et d'une personne à l'autre, ça peut vraiment varier à l'infini. Et en plus, chez la même personne, d'un rapport sexuel à l'autre, on peut avoir envie de faire autrement. Selon une période de vie à une autre, on peut avoir envie de faire autrement. Et parfois, d'une personne à une autre, c'est-à-dire d'un ou d'une partenaire à une autre, ça change aussi notre façon d'avoir des rapports sexuels. Donc, arriver au moment de l'acte avec une idée précise, et une façon de dérouler l'acte sexuel selon un programme et une méthode bien précise, c'est une erreur puisqu'on va non seulement se priver de tout le reste, mais en plus on risque de restreindre le partenaire ou la partenaire dans quelque chose qu'elle n'aime pas ou qu'il n'aime pas. Mon conseil par rapport à ça, c'est deux choses. Premièrement,
découvrir l'autre, le redécouvrir, le redécouvrir. Ne pas hésiter à chaque fois de faire comme si c'était les premières fois. Bien sûr, on peut se souvenir de ce que l'autre aime bien ou pas, et on peut aussi aller dans d'autres méthodes, dans d'autres façons de faire pour découvrir encore. Et surtout, créativité, spontanéité, simplicité, capacité d'adaptation. Développer cette capacité d'adaptation pour pouvoir changer votre façon de faire en fonction de ce que l'autre vous envoie comme information. Et aussi pour pouvoir vous profiter d'autres plaisirs en utilisant des méthodes un peu différentes, en vous adaptant à votre partenaire. Cinquième erreur à ne pas commettre, l'utilisation du langage. Bien sûr, c'est très naturel que pendant un rapport sexuel, on dit par exemple des mots doux ou au contraire des mots crus, cochons. Mais l'erreur serait soit de le dire, d'utiliser ce type de langage avec une personne qui n'est pas réceptive à ça, qui n'aime pas ça. Et non, tout le monde n'aime pas dire des mots cochons pendant les rapports sexuels. Et pire que ça, l'erreur serait de dire des mots cochons dans le moment où il aurait fallu dire quelque chose plutôt de doux, d'amoureux, de romantique, et d'utiliser le romantisme au moment où la personne en face, votre partenaire, était dans une phase plutôt sexuellement excitée et n'était pas sur une phase plutôt affectueuse. Donc une fois de plus, le mot d'ordre c'est lequel? C'est prendre le temps de découvrir l'autre, prendre le temps d'apprendre ses attentes, ses préférences et d'adapter donc votre langage, si vous avez envie de parler pendant les rapports sexuels, adaptez votre langage non seulement à ce que vous ressentez, mais aussi aux attentes de l'autre. Sixième erreur à ne pas commettre, c'est ne pas donner d'informations ou donner des mauvaises informations au partenaire. J'entends souvent ça dans mes consultations où quelqu'un me dit « Vous savez, docteur, quand on fait l'amour, je ne sais jamais si il ou elle aime vraiment bien ce qu'on est en train de faire. Je ne sais jamais si il ou elle est bien. » Et la raison, c'est que la personne avec qui on est n'envoie pas d'informations sur est-ce qu'il y a du plaisir ou est-ce qu'au contraire il y a du déplaisir ou est-ce qu'au contraire il y a un mal-être. Or, comment voulez-vous que la personne qui est en face de vous comprenne ou sache si elle peut continuer ce qu'elle est en train de faire ou non? Et donc, donner une information à l'autre, ça peut vous permettre, vous, d'éviter de passer un mauvais moment simplement parce que vous n'avez pas dit que telle ou telle chose vous plaît ou telle chose ne vous plaît pas. Mais il y a encore pire que ça. Il y a encore le fait de donner une mauvaise information. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent. C'est-à-dire, pour ne pas vexer le partenaire ou la partenaire ou pour ne pas interrompre le moment, on laisse faire tout en faisant croire que oui, on a du plaisir et que ça se passe bien. Alors qu'en réalité, non, on n'aime pas. Et on donne cette mauvaise information. En quoi c'est mauvais? Déjà sur la complicité, ça n'a aucun intérêt de masquer ce genre d'information. Et surtout, plus le temps va passer dans une relation stable, et plus on va avoir du mal à dire « au fait, tu sais, ça fait 2, 3, 4 ans qu'on fait comme ça, mais en fait, je n'aime pas ». C'est beaucoup plus difficile de le dire après un laps de temps que de le dire d'emblée, de dire « ben non, ça j'aime pas » ou « ça j'aime bien », ou de faire comprendre qu'il vaut mieux arrêter. Et à ce stade-là, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Là, on vient de parler de l'information qu'on peut donner à l'autre, du fait de lui dire si on aime, on n'aime pas, on a envie, on n'a pas envie, on apprécie, on n'apprécie pas. Mais il y a quelque chose de très important, il faut l'entendre ce message, c'est-à-dire les informations qu'on va nous donner, il faut savoir les décoder. Et là, on touche au phénomène du consentement, c'est-à-dire quand il y a une personne en face de nous qui nous envoie une information qu'il y a du plaisir, il faut entendre qu'effectivement ça se passe bien. Si la personne en face de nous envoie l'information qu'il n'y a pas de plaisir ou qu'elle a dit non, ben ça veut dire qu'il n'y a pas de plaisir et que c'est non. Il ne faut pas rentrer dans des interprétations du genre « oui, la personne a dit non, mais c'est en fait peut-être un oui » ou « elle montre qu'elle n'aime pas, mais je suis sûr qu'en continuant, elle va finir par aimer ». Ben non, de la même façon que si on vous oblige à manger quelque chose, vous n'aimez pas et vous dites que je n'aime pas, sexuellement, si vous faites quelque chose et que la personne en face de vous vous envoie l'information que non, ça ne va pas, que ça soit juste une information corporelle, une attitude de quelqu'un qui n'est pas bien, que ça soit une information verbale ou un non très clair, on doit entendre cette information. Et quand on ne sait pas, quand on a un doute, on se dit mais cette information que j'ai, est-ce que c'est un oui, c'est un non? Est-ce que la personne a envie, n'a pas envie? Est-ce qu'elle a l'air d'avoir du plaisir, pas du plaisir? Quand on n'arrive pas à interpréter, eh bien c'est simple, on demande. Quand on a un doute, on part du principe qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, on ralentit, on arrête ce qu'on est en train de faire et on communique. Ça n'a jamais cassé une excitation, le fait de prendre soin de l'autre. Ça n'a jamais cassé un élan sexuel, le fait de montrer à l'autre qu'on était à son écoute. Donc en cas de doute, on demande. Septième erreur à ne pas commettre, être négatif et parler négativement.
S'il y a bien une erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est bien celle-ci. Critiquer, donner des leçons à l'autre, parler négativement à l'autre. Le sexe et le négatif, ça ne va pas ensemble. Déjà parce que ça donnera de vous une image négative, et en plus, ça empêchera la personne avec qui vous êtes de se lâcher, de se sentir à l'aise et de faire comme elle a envie. Alors, il y a une grande différence entre dire à une personne « mais c'est pas bon là ce que tu fais, c'est nul, mais ça va pas ça », et de lui dire « ah j'aime bien ça, regarde, je vais te montrer comment j'aime bien », ou alors de lui dire « j'adore quand tu me fais telle ou telle chose ». Donc même quand on veut rectifier quelque chose, il faut le dire de façon positive, sinon la relation et la complicité entre vous risquent d'être cassées, et je pense même que la relation globale risque d'être abîmée si on parle négativement. 8e erreur à ne pas commettre, avoir des rapports sexuels basés sur la pénétration, ou plutôt l'absence de jeu sexuel autre que la pénétration. Dans les enquêtes faites auprès de femmes et d'hommes, c'est un sujet qui vient toujours dans le top 3 des erreurs à ne pas commettre. D'ailleurs, c'est sur ce point-là que les femmes disent la différence qu'il y a entre un rapport sexuel qui a été satisfaisant ou non satisfaisant. Et dans des enquêtes plus poussées, on retrouve des éléments qui nous permettent de dire qu'un rapport sexuel estimé comme satisfaisant devrait comporter au moins 2/3, 3/4 du temps consacré à des choses qui n'ont rien à voir avec la pénétration. Je vous en parlerai dans une vidéo qui s'intitulera « Quel est le temps idéal pour un rapport sexuel ?» Quand on parle de jeu sexuel autre que la pénétration, on pense immédiatement aux préliminaires. Mais il ne faut pas penser qu'aux préliminaires. On peut avoir des moments de type préparation à l'acte sexuel, avoir un peu de pénétration, revenir à des jeux érotiques, des jeux sexuels qui n'ont rien à voir avec la pénétration. On peut avoir une pénétration avec le pénis, avec les doigts, avec des jouets. On peut avoir des caresses sur tout le corps sans jamais s'approcher de l'intérieur du vagin ou de l'anus. Tous ces jeux érotiques doivent être intégrés dans le rapport sexuel. Et sachez en tout cas que la majorité des hommes et des femmes considèrent que l'absence de ces jeux érotiques sont une erreur à ne pas commettre quand on a des rapports sexuels. 9e erreur à ne pas commettre, ne pas rater l'après-sexe, l'after-sexe. C'est-à-dire ne pas rater quand on a terminé le rapport sexuel. Un rapport ne se termine pas quand on a fini de jouir ou quand les deux personnes ont arrêté l'activité sexuelle. Un rapport sexuel, c'est un forfait qui se prolonge bien au-delà de l'acte sexuel. Si vous terminez le rapport sexuel et que vous filez tout de suite sur votre téléphone, regardez votre fil Insta, Snapchat, Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ou si vous terminez le rapport sexuel et vous partez comme si de rien n'était, ça risque d'être très mal vécu et ça risque de casser fortement la complicité entre vous et votre partenaire. Retenez que les rapports sexuels, c'est quelque chose d'artistique. Et tous les artistes savent qu'il y a 2 moments importants, c'est quand on rentre sur scène et quand on sort de scène. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de déclencher votre cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. J'en ai encore plein pour vous.